Maintenant, on va discuter la notion de fonction de base, en anglais basis functions, qui vont nous permettre, entre autres, de passer d'un modèle qui est linéaire à un modèle qui est possiblement non linéaire. OK. Alors, je disais qu'on va se concentrer sur un modèle qui a cette forme-là ici. Donc, c'est ma prédiction, c'est finalement une transformation linéaire de mon vecteur x. Et ça correspond à passer une droite à travers des points là, dans un espace à plusieurs dimensions. Mais peut-être que mes points, en fait, ils sont distribués dans l'espace de façon non linéaire, puis passer une droite, ça ne nous donne pas un bon modèle pour lier la relation entre x puis ma cible. Okay? Donc, les fonctions de base vont nous permettre de passer assez facilement d'un modèle qui est linéaire à un modèle finalement qui est non linéaire, donc qui a plus de flexibilité pour apprendre les données d'entraînement. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, en fait, plutôt que de faire une transformation linéaire directement sur la valeur de x, où avant on avait w1 fois x1 plus w2 fois x2 et ainsi de suite, en fait, je vais avoir plusieurs fonctions que j'appelle phi de j. Okay? Ce nombre de fonctions-là, je vais en avoir m-1. Donc, j'ai un phi 1, un phi 2 et ainsi de suite. Et chacune de ces fonctions-là, elles prennent le vecteur en entrée x, puis elles retournent une valeur. Okay? Et c'est cette valeur-là, la sortie de ma fonction de base, que je vais multiplier par mon poids. Okay? Donc, la différence ici, c'est que mon poids n'est pas appliqué directement sur mon entrée, mais plutôt sur la sortie de cette fonction de base-là ici. Okay? Donc, les phi j de x, c'est ce que je vais appeler mes fonctions de base. Donc, je peux retrouver le cas linéaire simplement si je dis que la fonction de base phi j de x, ça va retourner xj. Okay? Donc, phi 1, ça va retourner la valeur du premier élément de mon vecteur x. Phi 2, la valeur du deuxième élément de mon vecteur x. Et ainsi de suite. Donc, si je fais ça, en fait, à la place d'avoir ça ici, je vais avoir tout simplement xj, puis je retrouve mon modèle linéaire. Mais si j'utilise d'autres types de fonctions, par exemple des fonctions qui sont non linéaires, bien là, je vais obtenir une prédiction qui est non linéaire. Donc, plutôt que de passer une droite dans mon espace, je vais passer plutôt une courbe. Un exemple, juste avant de parler de ça, donc pour simplifier la notation, en fait, plutôt que d'avoir W0 plus la somme des WJ fois les phi de J, où je vais commencer ma somme à J est égale à 1, je vais supposer que le premier élément, donc la première fonction de base, phi de 0, pour l'entrée x, en fait, ça va retourner une constante 1. Ça va toujours retourner 1. Okay? Donc, si je fais ça, en fait, ça veut dire que la première fonction de base, elle va multiplier W0, donc je vais avoir 1 fois W0. Fait que finalement, dans cette notation-là, il va y avoir un des termes qui est W0, qui est mon biais. Okay? Ça, c'est juste pour simplifier la notation, pour ne pas avoir W0 plus une somme de plein de phi. Je vais supposer finalement qu'il y a une des composantes, une de mes fonctions de base, qui souvent ça va être la première, qui va retourner un 1, puis donc le paramètre qui va le multiplier, ça va être le biais. Donc, une fois que je l'écris comme ça, mais entre autres, je peux dire, je vais prendre mes phi de j, puis je vais les mettre dans un vecteur phi de x. Donc, phi de x, ça va être le vecteur avec phi 1, phi 1 de x, suivi de phi 2 de x, et ainsi de suite. Okay? Donc, ça va être le phi de x qu'il y a ici. Puis je vais le prendre, puis je vais le multiplier par le vecteur w, où w contient w0, w1, w2, w3, ainsi de suite. Okay. Donc, w en bold, ça va être mon vecteur avec tous mes paramètres, tous mes coefficients. Mon premier élément, ça va être le biais, puis les autres, ça va être les poids. Puis phi de x, ça va être le vecteur avec la sortie de toutes les fonctions de base. Pour toutes les fonctions de base que j'utilise dans mon modèle, de 0 jusqu'à m-1. Okay. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est manipuler un peu la notation pour qu'à la fin, finalement, j'ai un terme pas mal plus simple qui est juste W transpose fois phi de x. On peut retrouver le cas de la régression polynomiale avec des fonctions de base, où on va utiliser des fonctions de base qui sont polynomiales. Fait que si phi j de x, c'est juste... donc, on va supposer que dans ce cas-ci, notre entrée x, c'est pas un vecteur, c'est un vecteur de taille 1. Donc, plutôt que d'avoir x en bold comme j'avais avant, j'ai x en scalaire parce que je suppose que je suis en une dimension, comme c'était le cas dans la régression polynomiale en une dimension qu'on a vue. Donc, si phi j de x est égal à x à la j,
je retrouve la régression polynomiale. Puisque je vais avoir, donc, mon y, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la somme des wj fois phi j de x. Okay? C'est ça mon modèle pour ma régression. Là, phi j de x, c'est x à la j. Fait que je vais avoir la somme des wj fois x à la j. OK? Puis ça, si vous vous rappelez, c'est exactement la forme de la régression polynomiale. Donc là, ça me permet de prendre un modèle qui était normalement un modèle linéaire, puis de le convertir en modèle qui est non linéaire, c'est-à-dire qui est polynomial. Donc, où la courbe peut monter et descendre dans l'espace, ça ne peut pas juste seulement augmenter ou seulement diminuer, puis être linéaire. Un autre type de fonction de base, c'est ce qu'on appelle les fonctions de base gaussiennes, où phi j de x, ça va être simplement l'exponentielle d'une distance entre x et un hyperparamètre, mu j, qui correspond finalement à la position de ma gaussienne dans mon espace. Okay? Donc, en fait, phi j de x va être associé à une position dans l'espace, puis phi j de x va retourner une valeur élevée si le x est proche de cette position-là, puis sinon, ça va retourner une valeur qui est proche de 0. Okay? Parce que qu'est-ce que je fais? Je prends x, je le compare avec mu j, ma position dans l'espace, au carré, donc ça c'est ma distance au carré. Je divise, donc parfois on utilise un autre paramètre qui détermine à quel point des changements sont l'échelle de l'importance des changements. Je fais moins ça avec l'exponentielle, bien, ça veut dire que par exemple si x est exactement égal à mu j, ça veut dire que ça ici ça va être 0. Donc tout ça va être 0, donc j'ai l'exponentielle de 0, ça donne 1. Donc si x est exactement à la position mu j, j'ai une base qui est égale à 1. Puis sinon, si ça se met à grandir, bien, le terme au complet dans l'exponentielle va devenir de plus en plus négatif. Donc, je vais avoir l'exponentielle d'un chiffre qui est de plus en plus négatif. Donc, je vais avoir un terme qui va tranquillement, pas vite, s'approcher de 0. Okay? Donc, ça donne, cette base-là, un peu une mesure de à quel point c'est proche d'une position donnée. Si on était en une dimension, ben, ce qu'on pourrait faire, imaginons que toutes les entrées peuvent être entre moins 1 et 1. Puis là, j'aurais, donc chacune des courbes que je vois comme ça ici, chacune des bosses, ça correspond à mon espèce de bosse gaussienne là, que je suis habitué de voir là, quand j'ai la formulation d'une exponentielle de moins une distance. Okay? Et donc, dans ce cas-ci, imaginons que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonctions de base. Ça veut dire que, dans le fond, mon vecteur d'entrée x, ben, je vais lui associer finalement le calcul de la fonction de base à chacune de ces positions-là. Fait que phi de 1 de x, ou mettons, c'est cette courbe-là ici, OK? Ben, si x est ici, OK, son mu 1, il serait en fait ici, c'est pour ça que la bosse est centrée ici. Donc, si x était ici, ben, le phi 1 de x va être très proche de 0. Okay? On voit que la fonction ici, là, elle est très proche de 0. Puis plus on va s'approcher, ça en fait c'est la valeur de la fonction de base, donc on voit qu'elle va augmenter tranquillement pas vite vers 1. Donc en fait, en ayant plusieurs de ces gaussiennes-là à différentes positions, je vais être en mesure d'encoder approximativement où se trouve mon entrée x. Okay? Puis en fait, et ça c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus dans d'autres algorithmes, on va voir que faire ça, ça va nous permettre d'avoir un algorithme qui est plus linéaire, mais qui est non linéaire, parce que la fonction gaussienne, elle est non linéaire.